Bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Voilà déjà 3 ans que le président russe Vladimir Poutine a lancé l'opération militaire spéciale. Destinée à libérer les républiques autoproclamées du Donbass, elle a évolué en affrontement entre l'OTAN et la Russie. Comment Moscou est-il parvenu à dominer l'alliance sur le champ de bataille et à quoi pourrait ressembler un traité de paix? C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Le 30 janvier 2025, le secrétaire d'État américain aux Affaires étrangères, Marco Rubio, a déclaré qu'il n'aurait jamais fallu laisser croire à l'Ukraine qu'elle pourrait l'emporter sur la Russie. Cette prise de conscience est le fruit du réalisme politique qui est la marque de fabrique de Donald Trump, élu largement à la tête des États-Unis en novembre 2024. L'administration nord-américaine constate aussi que l'armée de Kiev, même avec l'aide de l'OTAN, n'est pas en mesure d'arrêter les forces russes. Sur le plan militaire, l'année 2024 a été celle où les principales lignes de défense établies au sud-est de l'Ukraine depuis 2014 ont été percées. L'offensive tentée par Kiev dans la région de Koursk en août est un fiasco au moins équivalent à la contre-offensive manquée de l'été 2023. Les meilleures unités otano-kieviennes s'y sont jetées pour finalement se retrouver piégées. L'impuissance de l'OTAN face à l'armée russe en 2024 a déjà provoqué un véritable renversement du monde. Comme en 1815 et en 1945, c'est une victoire militaire russe qui permettra l'établissement d'un nouveau rapport politico-stratégique entre grandes puissances. Militairement parlant, l'année 2024 a été une succession de catastrophes pour l'armée de Kiev. Presque 2 ans, jour pour jour, après le déclenchement de l'opération militaire spéciale, la ville d'Avdiïvka, transformée en forteresse, était libérée après seulement 4 mois d'assaut, alors qu'il en avait fallu 7 à l'armée russe pour s'emparer de Bakhmout en mai 2023. Le mérite en revient à l'initiative prise par les unités au contact, comme le soulignait Vladimir Poutine le 20 février 2024. Quoi dire ? Tous les gars ont été courageux, voire héroïques. Pour ce qui est des anciens combattants, je crois que c'est une situation vraiment spéciale. Le diamètre de ces tuyaux, d'après ce que m'a dit le commandant de l'unité, je lui ai parlé personnellement, c'était 1m10, 1m20. Les gars costauds ont évolué là-dedans 3 kilomètres sans savoir où ils allaient. Ils ont pris 19 bâtiments qu'ils ont tenus plusieurs jours et qu'ils ont libérés. Et il y a eu des pertes. Un tel événement dans l'histoire des combats, et plus généralement dans l'histoire d'une Russie qui défend ses intérêts, est exceptionnel. Après la prise d'Avdiïvka, plus rien ne semble pouvoir arrêter l'armée russe qui continue de progresser vers l'ouest. La forteresse d'Ougledar, réputée imprenable, est libérée le 2 octobre, puis c'est celle de Kourakhovo le 6 janvier 2025. 3 semaines plus tard, les troupes ukrainiennes encerclées dans le bastion de Velikaya Novoselka sont détruites ou capturées. Plus au nord, les forces russes achèvent de s'emparer de Toretsk et de Tchassov-Yar, des villes clés pour le système de défense ukrainien. Plus au nord encore, l'armée ukrainienne recule entre la rivière Jerebets et la rivière Oskol. En mai 2024, une offensive russe permet la création d'une zone tampon entre la région de Belgorod et celle de Kharkov. Cependant, les forces de Kiev ont créé la surprise le 6 août 2024 en effectuant une percée dans la région de Koursk pour s'emparer de la centrale nucléaire de Kurchatov. L'objectif n'est pas atteint, mais pour préserver son image, Volodymyr Zelensky, dont le mandat présidentiel est achevé depuis le mois de mai, décide d'y maintenir son armée et d'y envoyer ses meilleures unités se faire tailler en pièces sans perspective opérative ou même tactique sérieuse. C'est le constat que fait le général Olivier Kempf, stratégiste et géopolitologue, le 22 septembre 2024. Le gambit de Soudja a manifestement échoué. Les Russes prennent leur avantage et s'ouvrent beaucoup d'opportunités sur tout le front. La situation ukrainienne est difficile. L'observateur voit ainsi se concrétiser le pessimisme qu'il manifestait depuis le début de cette offensive ukrainienne dans le nord. Non seulement les Russes ne s'y sont pas fait prendre, mais le piège s'est replié sur celui qui croyait le tendre. Aujourd'hui, les pertes ukrainiennes dans la zone paraissent élevées pour tenir un dispositif sans grande utilité tactique. Les moyens et réserves consentis ici font défaut ailleurs.
3 ans après le début de l'opération militaire spéciale, l'armée russe domine dans tous les domaines du champ de bataille. Non seulement elle a maintenu sa supériorité de puissance de feu initiale, mais elle a innové, notamment dans l'emploi généralisé de bombes planantes, comme le constate l'Express en avril 2024. Russie, les bombes planantes, l'arme fatale de Moscou pour défaire l'Ukraine. Ce déluge de feu est parti pour durer, selon l'état-major ukrainien. L'armée russe a déjà largué plus de 3500 de ces bombes depuis le début de l'année, soit 16 fois plus qu'en 2023. Moscou a l'avantage d'avoir du stock. À l'origine, ce sont des bombes basiques datant de l'ère soviétique, que la Russie possède en très grand nombre. Mais les modèles actuels ont été modernisés par l'ajout d'ailes et d'un module de guidage afin de gagner en portée et en précision. En plus de ces redoutables bombes planantes, l'armée russe a innové en matière de drones filoguidés par fibre optique. Le général Kirill Boudanov, commandant le renseignement militaire ukrainien, a pris acte de la supériorité russe dans ce domaine. Nous continuons quand même à l'emporter dans la guerre des drones, mais les Russes recourent en masse aux drones filoguidés. C'est ce qu'on appelle la fibre optique. En effet, pour l'heure, c'est un grand problème pour nous. C'est le savoir-faire et la tendance de cette année. La supériorité russe est également due au facteur humain. Contrairement à l'armée kievienne qui, à court de volontaires, doit mobiliser de force, la Russie peut compter sur un afflux permanent de volontaires, comme le soulignait lui-même Vladimir Poutine en décembre 2024. L'année dernière, plus de 300 000 de nos citoyens, 300 000 hommes, se sont rendus au bureau de recrutement et ont signé un contrat pour servir dans l'armée. Plus de 300 000. Cette année, au moment où je parle, ils sont plus de 430 000. Et cet engagement de volontaires ne faiblit pas. À cela s'ajoute l'apparition d'une nouvelle génération de chefs compétents forgés par l'expérience de la guerre. Le média en ligne Tsargrad dresse le portrait du brillant commandant du front centre, le général Andrei Mordvitchev, surnommé le maître des assauts, pour avoir libéré rapidement Mariupol et Avdiivka. Plutôt que l'assaut frontal, coûteux en vies humaines, le général privilégie les grandes manœuvres d'encerclement. Un général russe se distingue par ses capacités stratégiques et mesurées face à des forteresses imprenables. Il a été surnommé maître d'assaut. Le général Andrei Mordvitchev est devenu l'un des héros de la libération de Mariupol. Les militaires le décrivent comme un officier honnête et discret, un général des tranchées, un homme de terrain et non de bureau. Il sait parler aux soldats et ne met pas en avant ses mérites militaires. On l'appelle déjà le futur maréchal de la victoire. C'est un des commandants les plus talentueux. Dépassés sur le champ de bataille par l'armée russe, les états-majors des pays de l'OTAN minimisent leurs défaites successives en évoquant les pertes colossales qu'aurait subies l'armée russe. C'est le cas du renseignement britannique en janvier 2025. La tactique russe du hachoir à viande permet de remporter des victoires sur le champ de bataille, mais à un coût effroyable. Le ministre britannique de la Défense indique qu'en novembre, la Russie a subi 45 680 pertes, soit plus que pendant n'importe quel mois depuis son invasion à grande échelle en février 2022. Nous voyons les Russes progresser encore et encore, a déclaré un responsable sous couvert d'anonymat, mais à un prix énorme. Ces chiffres fournis par un pays co-belligérant ne sont évidemment pas fiables, mais ils constituent l'ultime espoir de la coalition occidentale pour vaincre la Russie. Ce que l'on peut constater de manière parfaitement objective, c'est que la mobilisation forcée se fait de plus en plus dure dans les rues ukrainiennes, mais pas en Russie. La radio-télévision suisse revient sur cette menace planant sur les hommes ukrainiens. La menace de la mobilisation forcée pèse de plus en plus sur les hommes ukrainiens. Les formations militaires promises sont souvent sommaires, tant Kiev a un besoin urgent d'hommes sur le front. On ne parle pas de réservistes déjà entraînés ou en train de se former pour faire face à une armée russe de plus en plus performante. Ce sont des civils qui exercent des professions diverses loin des champs de bataille, souvent des pères de famille également. La qualité des soldats ainsi mobilisés laisse évidemment à désirer. Souvent trop âgés pour faire de bons fantassins, ils sont en mauvaise santé et beaucoup désertent pour échapper à la mort. L'Express dresse un bilan terrible pour 2024. Guerre en Ukraine. Kiev face à un nombre croissant de déserteurs.
l'armée ukrainienne se réduit comme une peau de chagrin. En cause, les désertions qui ne cessent d'augmenter. En novembre, l'Associated Press, citant le bureau du procureur général ukrainien, rapportait que plus de 100 000 soldats ont été accusés de désertion depuis février 2022. Les procureurs ont ouvert 60 000 dossiers contre des soldats ayant abandonné leur position en 2024, précise le Financial Times. L'armée ukrainienne a annoncé vouloir désormais mobiliser 160 000 hommes supplémentaires. Mais les experts sont sceptiques, à moins que le régime de Kiev ne cède à la pression occidentale et abaisse l'âge de la mobilisation à 18 ans. L'investiture de Donald Trump est une source d'inquiétude, non seulement pour le régime de Kiev, mais pour la classe dirigeante européenne, dont la survie pourrait être mise en jeu par une défaite militaire face à la Russie. Lors d'une récente interview, Vladimir Poutine a souligné la responsabilité des Occidentaux dans la prolongation d'une guerre qui aurait dû s'arrêter au mois d'avril 2022. Peu après le début de l'opération militaire spéciale, nous avons entamé des négociations. Et dès le début, nous avons dit aux responsables ukrainiens, les habitants des républiques de Donetsk et de Lugansk ne veulent pas faire partie de l'Ukraine. Allez-vous-en et tout sera terminé, pas de combat, pas de guerre. Non, on va se battre. Les experts militaires sérieux ont affirmé dès le début du conflit que l'Ukraine, même avec le soutien de l'OTAN, n'aurait aucune chance de l'emporter militairement. Et c'est désormais le discours que tient Marco Rubio, le nouveau secrétaire d'État aux affaires étrangères de l'administration Trump. Mais la malhonnêteté actuellement consiste à faire croire aux gens que l'Ukraine serait en mesure non seulement d'infliger à la Russie une défaite, mais encore de la détruire en la repoussant dans ses frontières de 2012 ou 2014, avant la prise de la Crimée. La conséquence, c'est que depuis 1 an et demi, on nous demande de financer une impasse, une situation sans issue. La nouvelle administration Trump a annoncé sa volonté de mettre fin au conflit et d'arriver à un cessez-le-feu le plus rapidement possible. Pour Donald Trump, cette guerre n'a que trop duré et n'aurait jamais dû commencer. Il en rejette la faute sur son prédécesseur Joe Biden. Bien, de mon point de vue, tout a toujours été clair. Ils avaient un accord et Biden ne l'a pas respecté. Il y avait un accord de nature à satisfaire l'Ukraine et tout le monde, mais Biden a dit non, vous devez pouvoir adhérer à l'OTAN. Mettre la pression sur Volodymyr Zelensky ne sera pas un problème pour Donald Trump. Depuis le début de l'opération militaire spéciale, Washington est le principal pourvoyeur du régime de Kiev en matière de financement et de livraison d'armes. Au lendemain de son investiture, le nouveau président américain a annoncé la suspension des livraisons d'armes pour 90 jours, le temps d'un audit. À cela s'ajoute le gel des activités de l'USAID qui finançait nombre de médias et d'ONG en Ukraine chargés de convaincre la population ukrainienne de la légitimité de cette guerre. Le gel de l'aide d'USAID à l'Ukraine sème le désarroi auprès des médias et des ONG. La nouvelle a sidéré un secteur des médias que la guerre et l'effondrement des revenus publicitaires qui a suivi ont rendu particulièrement dépendants des financements internationaux. C'est tout un écosystème foisonnant d'ONG et de projets que la décision de Washington menace. Un plongeon dans l'inconnu qui pour Kiev marque le début de l'ère de Donald Trump. En 3 ans, l'Ukraine a été le principal bénéficiaire de l'USAID avec l'équivalent de 34 milliards d'euros, dont 16,5 milliards en 2023, tandis que les autres pays subventionnés reçoivent en moyenne 545 millions d'euros. Les nouvelles sont donc mauvaises pour le régime de Kiev. Après une année 2024 catastrophique, les perspectives pour 2025 sont encore plus sombres. Et pour en parler, je reçois Sylvain Ferreira, historien et animateur du blog Veille Stratégique. Bonjour Sylvain Ferreira. Bonjour Xavier. Merci d'avoir accepté notre invitation et je voudrais commencer par cette question qui concerne les grands moments stratégiques qui ont marqué les combats en 2024 sur le front ukrainien selon vous. Alors, ce qui a marqué l'année 2024 sur le front en Ukraine, c'est d'abord une séquence offensive de la part de l'armée russe qui est absolument remarquable et inédite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les combats pour prendre Avdiivka ont commencé fin janvier, début février 2024, jusqu'à aujourd'hui encore, on n'a pas assisté à ce qu'on avait vu autrefois dans les conflits de haute intensité entre nations industrielles.
on n'a pas vraiment vu de pause offensive de la part de l'armée russe, qui a non seulement poursuivi les combats dans ce secteur-là, mais qui a aussi été capable de mener d'autres opérations offensives ailleurs, notamment avec l'offensive sur Kharkov qui a permis de fixer des réserves de l'armée ukrainienne de manière fort intelligente. Et puis, on a vu dans d'autres zones des offensives se poursuivre en fonction de la faiblesse des Ukrainiens. C'est ça qui est toujours très intéressant, c'est de voir que l'armée russe choisit de réaccélérer dans certains secteurs en fonction des faiblesses qu'elle remarque avec la rotation des unités ukrainiennes. Il faut pas oublier qu'après Avdiivka notamment, on avait vu s'effondrer le front pour partie parce que la rotation des unités ukrainiennes s'était faite en dépit du bon sens. Et donc, ce qui est le plus surprenant, c'est vraiment cette séquence offensive qui ne s'arrête finalement jamais, y compris quand on a la contre-attaque menée par les Ukrainiens à Koursk au milieu de l'été. Et alors, comment vous expliquez cette avancée fulgurante après la prise d'Avdiivka? On s'attendait là aussi à une pause et finalement elle n'a pas eu lieu et l'armée russe a continué sa poussée vers l'ouest sans que rien ne puisse réellement l'arrêter jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Alors en fait, d'un point de vue très factuel, les Russes donc se sont bien réorganisés après la chute de la ville. Et puis les Ukrainiens ont été surpris par la vitesse à laquelle finalement la ville est tombée. Partir des assauts vraiment de vive force de février, début février 2024. Et ensuite, donc, il y a eu cette espèce de déconvenue dans la rotation des unités de première ligne ukrainienne qui ne s'est pas déroulée correctement. Et les Russes en ont profité. Par effet d'aubaine, ils ont pénétré dans l'un des derniers réseaux défensifs majeurs qui entourait Avdiivka, qui était encore tenu par l'armée ukrainienne sur le flanc ouest, et donc ils se sont engouffrés dans la brèche, et là les Ukrainiens n'avaient plus rien pour se raccrocher entre guillemets au front en termes de fortification ou de ligne défensive, et c'est ça qui a permis à l'armée russe de faire ce bond en avant assez spectaculaire en termes de gains kilométriques, puisque jusqu'à maintenant on était surtout sur la conquête de points d'appui défensifs. Et autre chose qui a surpris du point de vue de la rapidité, c'est la chute d'Ougledar, celle de Velika Novoselka, qui étaient des villes transformées en forteresses et sur lesquelles d'ailleurs Ougledar, les Russes s'étaient cassés les dents à plusieurs reprises. Et là, tout d'un coup, on a l'impression que tout s'effondre comme un château de cartes. Comment vous expliquez aussi cette domination des Russes du point de vue tactique notamment ? Alors en fait, l'armée russe qui ne cesse de progresser tactiquement dans le combat urbain, là aujourd'hui je rappelle que l'armée russe est la seule armée au monde depuis l'armée rouge en 1945 à avoir conquis de vive force 5 villes majeures en l'espace de moins de 3 ans. Personne n'a jamais été capable d'en faire autant dans le même laps de temps. Et donc en fait, les Russes ont développé une stratégie d'approche des villes pour tenter de les encercler, en laissant toujours un couloir de sortie à la garnison ukrainienne. C'est une des leçons apprises par l'armée russe en Syrie, il faut pas l'oublier, c'est ce que moi j'appelle le modèle de la bataille d'Alep en Syrie. Et donc les Ukrainiens sont confrontés à un choix, soit ils restent dans la ville et ils font Cameron, ils se sacrifient jusqu'au dernier, soit ils tentent de sortir de la ville et là ils se retrouvent dans un goulet d'étranglement avec à peine 1 kilomètre pour essayer de s'en aller, où ils sont pris sous les feux à la fois de l'artillerie mais aussi des forces aériennes russes, ou alors comme on l'a vu à Ougledar, le commandant de la place décide de ne pas sacrifier inutilement ses hommes et se rend. Ça il faut bien le noter, on a vu ça. Pour Ougledar, malheureusement, à Velika Novosilka, il semblerait que le commandant de la garnison, lui, n'a pas voulu se rendre. Il était à l'extérieur de la garnison, il faut le souligner, et il a contraint ses hommes à mourir sortis inutilement, puisque en quelques jours, la ville a été complètement prise par l'armée russe. Comment vous expliquez, d'ailleurs, je reviens sur ce problème, comment vous expliquez que l'état-major kievien ne donne pas suffisamment à temps l'ordre d'évacuer les villes pour essayer de préserver la main-d'œuvre, je dirais, et qui lui manque cruellement. Quel est le sens de cette espèce de Festung Befehl pour faire un parallèle avec la Seconde Guerre mondiale?
Alors, on nous dit, certains observateurs au CINT nous disent, c'est parce que ça permet de gagner du temps pour recréer ou créer plutôt des lignes de fortification qui n'existent plus, notamment dans le Donbass. Hein. Il faut recreuser la terre, etc. Quand on voit la dotation en engins du génie dont dispose aujourd'hui l'armée ukrainienne, moi j'ai de très gros doutes sur cette stratégie-là, et je pense que malheureusement les Ukrainiens au niveau du commandement sont effectivement prisonniers du syndrome de la Festplatz de la Wehrmacht en 44-45 et qui sacrifient du monde inutilement en pensant que tenir ces villes ralentira l'avance de l'armée russe, alors que ça n'offre qu'une fois encore la possibilité à l'armée russe de mener sa stratégie d'attrition à bien. Et tout en permettant ensuite symboliquement aux Russes de dire, voilà, nous on conquiert des villes, alors que c'est le combat le plus difficile à réaliser, on le sait bien depuis que la guerre est la guerre. Vous parliez de cette stratégie, cette tactique d'encerclement des villes plutôt que de l'assaut frontal. Pourquoi est-ce que les Russes n'ont pas commencé par ça, je dirais, depuis le début? Alors, si Mariupol a été prise par un encerclement, mais on a eu l'impression, notamment à Bakhmout, que là, c'était vraiment l'assaut frontal à tout prix. Et comment l'armée russe, l'état-major russe a évolué pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt, en fait? C'est ça ma question. Alors en fait, c'est parce que tout simplement, ça dépend de la situation tactique dans laquelle se trouve la ville qu'on prend d'assaut. Il faut bien remarquer qu'aujourd'hui, le dernier grand succès en ville de l'armée russe, c'est Toretsk, Djertchinsk pour les Russes, et que cet assaut n'a pas pu avoir lieu autrement que de manière frontale, parce que la situation de la ville et les défenses ukrainiennes autour n'ont pas permis à l'armée russe de l'encercler. Ça n'a pas empêché l'armée russe de la prendre. C'est ce qui est en train de se passer également à Chassovyar, puisque je rappelle, l'assaut sur Chassovyar se déroule en ayant une coupure humide à franchir, le canal du Seversky Donetsk. Et donc, dans certains cas, les Russes peuvent encercler, et ils le font, c'est ce qu'ils ont superbement fait à Avdiivka notamment. Et puis là, c'est ce qu'ils sont en train de faire à Pokrovsk. Et puis dans d'autres cas, ils n'ont pas la possibilité, parce que la configuration tactique ne le permet pas, et c'était aussi le cas à Bakhmout. Et donc, ils ont lancé des assauts frontaux. Et je rappelle que là, Toretsk a été conquise par un assaut frontal qui a été mené à l'économie pour les assaillants. Bien évidemment, il n'a pas été question de faire tuer du monde inutilement côté russe. Je voudrais maintenant revenir sur une des batailles que vous avez évoquées au début de cet entretien, c'est-à-dire la bataille de Koursk, la deuxième bataille de Koursk, on peut dire. Les experts sérieux dont vous faites partie ont tout de suite vu que c'était une grossière erreur. Comment expliquez-vous que l'état-major otano-kievien ait pris une telle décision et en y impliquant autant de moyens? On est typiquement dans quelque chose qui a uniquement une visée politique de communication. C'est-à-dire que il n'était pas question militairement d'espérer quelques succès que ce soit. On avait déjà vu en 2023 ce qui avait été à mes yeux le premier rapprochement avec la bataille de Koursk, avec l'offensive ukrainienne dans le sud du Donbass pour conquérir à nouveau une ligne vers la mer d'Azov, où là ils avaient essayé à travers des réseaux de fortification qui ressemblaient à ceux de Koursk en 1943, et ils ont échoué bien évidemment. Là, il n'y avait pas le même niveau de défense, mais leur objectif, c'était de faire de la communication politique et puis surtout de s'aveugler une fois de plus sur le fait qu'en mettant un pied en territoire russe, ils allaient contraindre Vladimir Poutine et la diplomatie russe à quoi que ce soit en vue de quelques négociations que ce soit. C'est d'une bêtise politique avant d'abord d'être une bêtise militaire, puisque désormais, les Russes ont massé un saillant autour de Soudja et les meilleures unités ukrainiennes continuent d'y être injectées avec les meilleurs matériels entre guillemets occidentaux. C'est l'occasion de voir du Challenger 2, du Léopard 2 ou du M1 Abrams se brûler. Et ils sont pris sous les feux de trois côtés et ils ont aucune chance de toute façon de se maintenir là. Les Russes les tiennent là parce que ça arrange la stratégie globale d'attrition que veut mener l'armée russe. C'est tout. Si les Russes avaient voulu le reconquérir, ils l'auraient fait depuis longtemps. Simplement, ça aurait été à leur détriment. Là, ils ont très bien compris, les autres s'entêtent. Eh bien, messieurs, venez sous nos feux, on va vous servir correctement. Et malheureusement, c'est aussi aux dépens de l'ensemble du front en Ukraine. Quand on voit la tête de pont qu'il y a aujourd'hui de l'autre côté de l'Oskol, au nord de Kupiansk, et que personne n'est capable de mener une contre-attaque majeure, c'est parce que les meilleures unités ukrainiennes sont à Soudja.
C'est absolument lamentable d'un point de vue militaire. Alors bien sûr, ici en Occident, ça permet de faire des gorges chaudes à longueur de journal télévisé pour dire « Ah ben regardez, il y a un bout de territoire russe qui est occupé par l'armée ukrainienne ». À quel prix? Alors les experts otaniens, donc notamment ceux que l'on voit dans les journaux télévisés dont vous parlez, expliquent que oui, d'accord, la progression russe se fait, mais elle se fait au prix de pertes considérables. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation? C'est tout le contraire, c'est complètement fantaisiste. La Russie, on a pourtant ici un grand bonhomme qui est Emmanuel Todt qui l'a expliqué, la Russie a décidé de préserver fort intelligemment sa démographie qui a été fragilisée par le XXe siècle qu'on connaît, chaotique, et puis surtout par la période de transition entre 91 et 99. Et donc, il n'était pas question d'employer des moyens comme ceux que l'armée rouge a employés dans les années 43-45 pour libérer l'Union soviétique et puis l'Europe orientale et centrale. Et donc, on a décidé d'une stratégie d'attrition par les feux, puisque l'armée russe a la supériorité très largement en artillerie et en aviation pour le faire. Et donc, les pertes russes, aujourd'hui, on a des estimations ici en Occident où on parle tout cumulé avec les gens des républiques populaires, avec Wagner, d'environ 120 000 morts, quand en face, on est environ à 600 000 morts. C'est du 1 pour 6. Et ça correspond au rapport de feu entre les deux armées. Voilà, donc les Russes ont décidé d'y aller doucement et ont décidé surtout que l'objectif opératif dont il fallait faire la priorité, c'est l'attrition de l'armée ukrainienne. C'est pas la conquête de territoire ou la libération de territoire, c'est l'attrition de l'effectif ukrainien. Et ben voilà, cette stratégie fonctionne. Et par effet d'aubaine, eh bien, on reconquiert quand même du territoire. Merci Sylvain Ferreira. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes historien et animateur du blog Veille Stratégique. La victoire inéluctable de la Russie semble désormais actée par la nouvelle administration américaine. Les mois qui viennent seront décisifs. Si Washington exerce une pression suffisante sur Kiev, un traité de paix définitif pourrait être signé cette année. Dans le cas contraire, le conflit pourrait encore durer en 2026, mettant en question la survie de l'Ukraine en tant qu'État viable. La victoire militaire russe sur la coalition occidentale aura, quoi qu'il arrive, des conséquences bien plus larges qui dépasseront le simple théâtre ukrainien. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur RT en français.